Bonjour à toutes et tous. Bonjour Robin. Bonjour Céline. Eh bien, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour travailler une compétence clé à l'ère de l'intelligence artificielle, l'art de prompter. Eh bien, pour commencer, quelques chiffres à vous partager sur l'IA. Vous le savez, l'IA accélère à une vitesse grandissante. Ça transforme déjà la manière dont on travaille, nos outils, nos métiers. Alors, quid de l'importance de se former? Voici deux chiffres qu'on vous propose aujourd'hui qui sont issus du World Trend Index, qui est une étude que Microsoft mène chaque année sur l'IA et l'utilisation de l'IA par les organisations. Vous voyez deux chiffres importants. Le premier, qui est le sentiment des Français, des salariés français sur leur capacité à maîtriser les outils d'IA dans le contexte professionnel, et vous êtes 76% à dire qu'il vous manque ces compétences. En parallèle, quand on questionne les décideurs dans les entreprises, eh bien ils attendent, 71% d'entre eux attendent que les collaborateurs puissent développer ces compétences. Alors la question de se former à l'IA, ce n'est pas simplement un atout, c'est une nécessité si vous souhaitez être acteur de votre avenir professionnel. On va commencer par illustrer cette nouvelle compétence en image. C'est beaucoup plus simple. Regardez, en haut de cette image, vous avez un prompt, une instruction qui a été donnée à l'outil « Imagine une jolie maison dans une forêt de pins ». Et vous voyez qu'une simple lettre, une petite coquille d'orthographe dans un mot, eh bien, rejoue toute une histoire. Ici, l'IA générative a donc permis de réaliser des baguettes de pain sur la maison et non pas une forêt de pain. D'où l'importance de savoir parler à la machine. Alors quand on parle de l'art de prompter, eh bien, c'est effectivement pouvoir interagir de manière efficace avec ces outils. Si on pose une question simple à d'ailleurs un outil d'intelligence artificielle sur la définition, on a quelque chose de très générique. Je vous le lis ici. Dans le contexte de l'IA générative, un prompt ou une invite est une entrée telle qu'un mot, une phrase ou une image qui est utilisée pour générer une réponse. Cette phrase fait office d'une instruction pour l'algorithme qui, face à une question ou des directives spécifiques, proposera une réponse adaptée. Alors, ce qu'on vous propose avec Robin, si vous êtes d'accord, c'est d'abord de regarder les différentes manières de prompter. Le premier, c'est ce qu'on appelle le zéro prompt. On ne touche pas le clavier. La majorité des outils d'IA générative aujourd'hui proposent, suggèrent des requêtes que vous pouvez utiliser. Le second, c'est le méga prompt, c'est-à-dire qu'en un seul paragraphe, un seul texte, vous précisez tous les détails de votre demande et attendez une réponse adaptée. Et enfin, le dernier, c'est le prompt chaining ou encore prompting par itération, c'est-à-dire que vous découpez vos demandes par petites étapes successives. Pour vous illustrer le zéro prompt, regardez ici sur Copilot, vous voyez, vous avez une douzaine de suggestions qui sont faites, ce sont ce petit carré blanc juste dessous la tabulation pour le prompt, et vous pouvez également, plus en détail, aller sur la galerie de requêtes et vous aurez la possibilité d'en avoir davantage. Sur les différents petits modules, vous avez la possibilité en bleu de modifier ce que vous souhaitez faire. Donc ici, comment décrire de manière plus concise la gestion du temps. Vous pouvez remplacer gestion du temps, par exemple, par comment décrire de manière plus concise l'art de prompter. Robin, du coup, on a vu pour le zéro prompt, on ne touche pas le clavier. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Si nous devons prompter, est-ce que tu peux nous partager la méthodologie la plus efficace pour le faire ? Oui, bien sûr. Si effectivement, dans ces petits carrés, vous n'avez pas forcément la vraie question que vous voulez poser, eh bien, on vous conseille, lorsque vous allez faire votre demande, d'itérer en 4 temps. La première chose, c'est que c'est intéressant de mettre du contexte dans votre demande. Donc, quel est le rôle de l'IA? Par exemple, tu es un expert en intelligence artificielle ou tu es un expert dans un autre domaine. Ensuite, on va donner l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Et c'est là que vous donnez vos propres instructions. Donc, votre question explique de manière simple et accessible l'IA générative, par exemple. Ensuite, on va donner des détails. Là, les détails, c'est un peu ce que vous voulez. Ça peut être, par exemple, si vous avez des sources précises, certains sites web, par exemple, ou d'autres sources particulières, ou alors à qui va s'adresser le résultat. Donc là, on va peut-être dire, par exemple, utilise des analogies du quotidien pour faciliter la compréhension pour des personnes novices. Donc là, vous voyez, on a précisé l'audience. Et enfin, le format de retour est super important aussi. Et donc là, on va demander comment l'IA doit restituer notre réponse. Donc par exemple, présente ta réponse en 3 phrases courtes. Ça aurait pu être un paragraphe, on aurait pu demander un email, on peut demander un tableau ou on peut demander une image. Ne vous inquiétez pas, on va vous montrer plein d'exemples après pour vous illustrer tout ça. Et donc,
ça découle, ces 4 grosses catégories, elles vont découler sur un petit peu qu'est-ce qu'un bon prompt et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre recette. Déjà, on va s'assurer de faire un prompt qui est clair et précis. Il faut éviter l'ambiguïté, il faut s'assurer que la demande elle ait bien été cadrée, bien définie pour que l'outil d'intelligence artificielle vous réponde de la façon voulue. Ensuite, on l'a dit juste avant, le contexte est fondamental. Il faut parfois mettre même trop de contexte, réexpliquer de où on vient, pourquoi on le fait et ce qu'on veut donner. Ensuite, on va donner les objectifs, donc indiquer clairement l'objectif du prompt, qu'est-ce qu'on attend comme résultat et ce qui est voulu. On a vu dans l'image précédente que l'objectif avait peut-être pas été suffisamment donné, donc on se retrouve avec une image où est-ce qu'on n'a pas exactement ce que l'on voudrait. On peut aussi donner des exemples, c'est-à-dire que si vous voulez un message à la façon 2 ou une réécriture à la façon 2, eh bien c'est intéressant de dire qu'on le veut d'une certaine ou d'une autre façon. On peut avoir aussi des contraintes, donc quelles sont les limites à respecter dans la réponse, qu'est-ce qu'on ne veut pas qui apparaisse, le ton et le style, bien entendu, et là ça revient encore une fois à l'audience à laquelle on s'adresse, est-ce qu'on veut un ton plutôt familier ou plutôt professionnel, et puis une fois que vous avez tout ça qui est réuni, ces 6 premières règles, eh bien quoi qu'il arrive, on va pouvoir itérer. Et les itérations, elles vont être super importantes. Si on n'a pas le résultat escompté dès la première réponse de l'outil, eh bien peut-être que l'on peut redemander, faire des précisions, modifier, changer la langue, changer la couleur, changer le format, de sorte à ce qu'on obtienne la réponse attendue. On arrive du coup sur ce qu'il ne faut pas faire. En contradiction avec la précision, on va forcément être vague, les demandes qui ne sont pas claires, on n'aura pas forcément de réponse pertinente, en tout cas pas pertinente pour moi. Surtout, on ne demande pas de contenu inapproprié. Les outils, dans tous les cas, d'intelligence artificielle qui sont intégrés dans les organisations, dans les entreprises, privées ou publiques, de toute façon, auront des garde-fous et ne permettront pas de le faire, mais soyez vigilants à ne pas demander de contenu inapproprié. On va éviter aussi d'utiliser de l'argot ou du langage informel ou même du langage qui est très spécifique à une entreprise, à une organisation, à un secteur qui ne serait pas forcément compris par l'outil d'intelligence artificielle. On va éviter aussi de rendre confus notre outil, donc de donner des informations qui vont être contradictoires, des instructions qui sont incohérentes, parce que ça va générer malheureusement de l'incompréhension et donc forcément des réponses qui ne sont pas pertinentes. Et puis enfin, lorsque l'on va démarrer un fil de discussion avec l'outil, on va continuer cette discussion sur le même thème. On ne va pas changer brusquement de sujet. Donc par exemple, si je demande la réécriture ou des informations sur une recette de cuisine, je ne vais pas demander dans la foulée de générer une image de quelque chose qui n'a rien à voir parce que par défaut, l'outil va penser qu'on continue la discussion et donc va me générer mon image en fonction de ce que j'ai demandé avant. Donc on fera tout simplement nouvelle discussion, nouvelle conversation, ça dépend des outils, mais on repart de zéro. Par exemple, Céline, on va prendre un exemple tout simple ici. Tu as un mail à l'écran et qu'est-ce que tu veux en faire ? Eh bien, on peut par exemple essayer de le réécrire. Donc vous voyez, le mail est ouvert. On a bonjour, je me permets de vous relancer pour obtenir un statut concernant le projet Falcon. Donc là, on a une petite coquille d'orthographe. Donc la première chose qu'on peut faire, et qu'on fait tous certainement quand on démarre nos interactions avec les outils d'IA, c'est une demande très simple, un prompt simple, reformulé, et on copie-colle cette demande. Eh bien, vous voyez, en miroir, la réponse, elle est aussi très simpliste. L'outil d'IA générative a uniquement corrigé cette faute d'orthographe et finalement n'a pas ajouté beaucoup de contexte à cette phrase. Deuxième possibilité, essayer d'appliquer du coup les conseils que tu viens de nous donner pour avoir un prompt un petit peu plus avancé. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus détaillé, on explique bien l'objectif, on précise le ton qui est attendu, qui soit plus cordial, etc. Et là, tout de suite, eh bien, on a une réponse qui est beaucoup plus adaptée, beaucoup plus riche. Vous voyez qu'il y a des formules de politesse qui sont ajoutées, des questions pour interagir avec la personne à qui on envoie l'email. Bref, avec un prompt un peu plus avancé, eh bien, on a une réponse qui est beaucoup plus satisfaisante. Du coup, est-ce que en termes de prompt et d'exemples, là on a vu réécrire par exemple un message, tu peux nous partager, Robin, quelques exemples finalement de prompts qu'on peut être amené à utiliser de manière assez quotidienne dans notre usage professionnel ? Oui, bien sûr. Attends, juste avant, on va peut-être regarder, on va refaire l'exemple
exemple, tu sais, de l'image juste avant. Avec une image. Ouais, absolument. Allez, c'est parti. Là, tu nous as montré au début une image où est-ce que la demande avait été de générer une maison dans une forêt de pins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de refaire la demande. La prompt battle. Exactement. Qui aura raison? Alors, comment toi, tu ferais pour reproduire cette image-là? De manière assez simple, donc si on utilise un prompt simple, je vais lui demander de représenter une maison au milieu d'une forêt de baguettes de pain. Parce que maintenant, les outils d'IA ont évolué et ils corrigent toute seule la faute d'orthographe et donc le contexte est modifié. Donc c'est pour ça que je précise quand même baguettes de pain pour être sûr d'avoir des baguettes et non pas une forêt d'arbres. Absolument. Mais donc là, ce qu'on voit, c'est que déjà, tes baguettes, elles ne sont pas sur la maison. Donc, on n'a pas reproduit exactement pareil. Tu as un format un petit peu cartoon parce que tu n'avais pas précisé. Donc, le modèle a proposé une image stylisée par défaut, qui n'est pas forcément celle à laquelle tu attendais. Les couleurs aussi peuvent être un peu ternes. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je vais refaire une demande. Je souhaite réaliser une image, cette fois réaliste, avec une maison au milieu de l'image, un ciel bleu, des baguettes géantes couchées sur la maison. C'est là que je me suis un peu trompé, je pense. Les couleurs doivent être vives. Et là, je vais avoir quelque chose qui ressemble quand même un petit peu plus à mon image initiale. Les baguettes, effectivement, elles ne parlent pas de l'herbe. Donc là, je pourrais itérer, refaire une demande en disant « Je veux que les baguettes de pain commencent directement de l'herbe et se terminent sur la toiture de la maison. Certaines sont plus grandes que d'autres. » C'est là, quand on dit « faites des itérations », c'est exactement ce qu'on veut dire. C'est que j'ai une première image, j'ai fait quand même un prompt assez complet, mais je peux itérer, je demande de refaire des choses. Je vois que là, sur mon image, j'ai aussi une haie, j'ai une maison attenante. Donc tout ça, je peux le préciser de sorte à avoir la chose à laquelle je veux ressembler le plus possible. C'est pareil dans le texte, c'est pareil dans les tableaux, etc. Ok, donc si on résume ce qu'on se disait, une requête simpliste, un prompt simple, sans préciser de contexte, de tonalité, ce qui est attendu, du coup une réponse qui est relativement simple et ici assez éloignée de la réalité. Exactement. Et plus on donne de contexte, plus on itère en précisant finalement à partir d'une réponse donnée ce qu'on attend et plus on a de chances d'arriver proche de ce qui est souhaité. Donc ça demande un petit peu de travail. Ça demande un petit peu de travail, mais quitte à en faire trop, je conseille d'en faire trop. Et vous savez aussi que maintenant, dans la plupart des outils d'intelligence artificielle, vous pouvez dicter directement à la voix votre requête. Donc si vous n'avez pas envie de tout écrire sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, dictez-le. Il y a toujours les petits microphones en bas à droite qui permettent de dicter sa requête. Et donc ça peut être plus simple quand on veut faire un prompt qui est assez long, un méga prompt. Ce sera plus simple et plus naturel aussi. Et plus naturel, absolument. Okay. Super. Du coup, est-ce que tu peux, Robin, nous partager maintenant ces fameux cas d'usage ou ces exemples de prompts qu'on peut réutiliser de manière quotidienne dans notre travail, dans un contexte professionnel plutôt? C'est ça. On vous a mis là 6 exemples et après on vous montre directement dans un outil à quoi ça ressemble. Là, je vous mets des exemples de par quoi vraiment commencer en termes de prompt efficace et en 6 catégories. Première catégorie, on l'a déjà vu tout à l'heure, aide à la révision pour revoir un paragraphe, revoir un email, revoir un document. Là, ça va être intéressant. On va toujours reprendre, je ne vais pas le reciter, mais vous voyez les couleurs à l'écran, contexte, objectif, détail, format. Ici, par exemple, aide à la révision. Tu as un assistant IA spécialisé dans la rédaction. Réécrire ce paragraphe pour le rendre plus clair et concis. Le texte s'adresse à des professionnels, il doit rester informatif et neutre. Fournir une version révisée en un seul paragraphe. Là, vous voyez, j'ai tous les aliments qui sont nécessaires à ma reformulation. Après, je mets 2 points, je copie-colle mon texte et j'aurai exactement ce que je recherche. J'aurais pu préciser aussi si je le voulais dans une autre langue. Si là, on a décidé un paragraphe, ça pourrait être plusieurs paragraphes. Donc là, vraiment, c'est vous qui voyez. On continue ? Allez, c'est parti. Commencer une recherche. On en parlera après, mais effectivement, ça peut nous permettre aussi de faire des recherches complètes. Là, on va utiliser les modèles d'IA pour faire des recherches détaillées, poussées, qu'on ne peut pas faire avec un simple moteur de recherche, bien sûr. Donc là, tu as un assistant IA qui aide à collecter des données fiables, je le précise, identifier l'évolution du taux d'alphabétisation dans le monde au cours des 30 dernières années. Utiliser des sources internationales, telles que l'UNESCO, la Banque mondiale, présente un résumé clair avec des chiffres clés et tendances sous forme de liste, cette fois-ci. Alors simplement, quand on voit là, cette méthodologie qui est utilisée, est-ce que tu conseilles quand il y a quelque chose qui fonctionne bien, où on a eu des réponses qui étaient satisfaisantes, que ça soit du premier coup ou par itération, peut-être de conserver ces prompts-là, un petit peu comme dans un journal de bord ou une librairie personnelle qui fait que
quand on est confronté finalement au même cas, que ce soit avec des sujets qui diffèrent, on peut du coup plus facilement réutiliser ces prompts-là. C'est une très bonne pratique. Alors, il y a deux façons de faire. La façon de faire, on va dire standard, c'est-à-dire j'ai un outil d'IA qui ne me permet pas de faire d'enregistrement, et bien dans ce cas-là, je copie-colle mon prompt quelque part, je le garde, je me fais ma propre bibliothèque. Et par contre, il y a quand même de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle générative, dont Copilot aujourd'hui, Copilot Chat qui sera présenté dans une autre session, qui permettent en fait en haut à droite, vous allez avoir un petit signet, un petit marque-page qui permet d'enregistrer la requête et donc en fait de pouvoir l'avoir tout le temps à disposition si jamais j'ai l'habitude de vouloir reformuler des textes par exemple. J'enregistre l'aide à la révision et je l'aurai tout le temps à portée de main. Parfait. Mais très bonne pratique. On continue. Générer des idées. On nous parle souvent effectivement d'IA un petit peu pour aider à la créativité. Donc là, tu as un assistant IA créatif pour des activités d'équipe. Proposer des idées pour un événement ludique de team building à distance. L'événement doit être interactif, adapté à des équipes dispersées. Liste 10 idées originales avec une phrase explicative pour chacune. Donc, tu vois ici, encore une fois, on met tout le détail. Il manque peut-être encore une fois quelques petits détails ici sur le budget qu'on aurait, le lieu, la météo qui est attendue ce jour-là, donc pour qu'on soit encore plus précis. Ici, très bon scénario pour générer des idées. Analyser plus vite, effectivement, on va pouvoir donner en entrée des éléments en pièces jointes. Alors là, attention, il faudra respecter les IA qui sont proposées par votre organisation. Si vous êtes dans le secteur privé ou public, si vous êtes chez vous, vérifiez aussi que vous ne mettez pas en pièces jointes des éléments dont vous ne voulez pas que les données soient utilisées à des fins commerciales ou pour entraîner les modèles, et donc vérifiez quel outil vous utilisez. Donc ici, tu as un assistant IA spécialisé dans l'analyse de données, aide à analyser les données de mon expérience en utilisant le fichier joint. Donc là, je clique sur le petit trombone, je le mets, on vous montrera après. Les données sont dans le fichier fournit une analyse claire avec étapes et observations principales. Là, on va pouvoir mettre, en fonction des outils que vous utilisez, on peut mettre un fichier en PDF, on pourrait mettre un URL aussi, ce n'est pas forcément une pièce jointe, ça peut être juste un URL. On pourrait mettre un document Word, un document Excel, un document PowerPoint à utiliser ici. Et j'imagine qu'on peut mettre plusieurs fichiers, c'est possible? On peut mettre plusieurs fichiers. C'est recommandé de mettre plusieurs fichiers. Certains outils d'IA ont des limites par contre. Okay. Parfois, tu vas être limité à 1, à 2, 3, 4, 5 ou pas du tout. Ça dépend de ce qu'on va utiliser. Effectivement, c'est recommandé en veillant tout de même à ce qu'il n'y ait pas d'informations contradictoires. Si on a un fichier typiquement où est-ce qu'il y a eu des mises à jour qui ont été faites, on va mettre la dernière mise à jour. Okay. Deux derniers exemples. Tirer des conclusion sur un sujet, un élément. Tu as un assistant expert en data analysis, par exemple. Analyse les données jointes et tirer une conclusion sur le sujet. Donc là, vous allez mettre ce que vous voulez. Explique ton raisonnement étape par étape et présente une analyse structurée avec conclusion et justification. Alors là, peut-être qu'on peut souligner un point important, je trouve, dans le prompt, c'est « explique ton raisonnement ». Parce que souvent, quand on prompte, on attend une réponse toute faite et du coup, on ne réfléchit pas forcément à ce qui est généré. Le fait là de demander à ce que le raisonnement soit expliqué, ça permet aussi à l'utilisateur de pouvoir réfléchir sur l'analyse qui est donnée, peut-être la contredire, peut-être l'enrichir. Bref, c'est toujours important. Ça vaut aussi pour la génération d'idées, de pouvoir vraiment demander à regarder le raisonnement pour pouvoir aussi interagir avec ce raisonnement et du coup, guidé ou pas, de manière plus personnelle peut-être, ou en apportant sa propre touche, sa propre réflexion pour avoir une réponse qui soit la plus satisfaisante possible. Et puis je vais aller plus loin aussi. Supposons que tu fais ta demande pour avoir des conclusions, de justificatifs et que tu dois la présenter à quelqu'un. Vous pouvez dire, une fois que vous avez obtenu le résultat, on peut dire « aide-moi à pitcher cette idée en 2 minutes à… » quelqu'un, à des personnes, à un groupe d'étudiants, un groupe de professionnels. Et comme ça, vous allez avoir l'argumentaire. Donc, n'hésitez pas vraiment à demander des structurations d'idées pour que vous puissiez le restituer, l'expliquer, comment vous en êtes arrivé là. Un petit dernier, rédiger du contenu. Ici, on va demander, tu as un assistant IA expert dans la rédaction marketing. Proposer des titres accrocheurs pour un document. Le fichier joint contient le contenu à valoriser, liste 10 titres courts et percutants.
On n'a pas forcément précisé ici si on voulait quelque chose de plus professionnel, quelque chose de plus humoristique ou quoi que ce soit. Là, vous préciserez dans votre demande pour avoir quelque chose qui est adapté. Et de toute façon, vous verrez la liste des 10 premiers titres. Si vous voyez que ça ne correspond pas du tout à ce que vous cherchez, eh bien on itère, on dit je cherche quelque chose de plus amusant, quelque chose qui soit plus pour tel ou tel public, pour que ce soit plus percutant. Donc là, Robin, tu nous as partagé des exemples de prompts qu'on peut utiliser de manière assez quotidienne finalement dans notre vie professionnelle. Est-ce que tu peux maintenant peut-être nous partager des cas d'usage qui sont propres à notre usage personnel ou davantage dans une entreprise, dans le secteur public, pour aller un petit peu plus loin dans un cas d'usage concret qu'on peut du coup mettre en œuvre avec ces outils d'IA? Oui, absolument. On va commencer un cas personnel et puis après je te laisserai montrer les autres. Souvent, en usage perso, on va peut-être recevoir de différents organismes des éléments, des documents, des fichiers PDF, des documents joints, des URL qui nous demandent de faire certaines choses pour déclarer certaines choses ou alors demander un passeport, demander un permis de conduire, un permis de construire, enfin qu'importe. Et toutes ces informations, elles vont être cachées dans plusieurs éléments. Je peux les donner directement à mon outil. Donc là, c'est ce que vous voyez à l'écran. On peut donner on cherche les informations importantes sur tel sujet. On a besoin d'un résumé clair en plusieurs points et on veut que ce soit expliqué assez simplement. Donc ça, je vais pouvoir le demander. Ici, on vous a mis la démarche pour un passeport, par exemple. Et effectivement, c'est disponible sur Internet, mais peut-être que si on vous a envoyé toute la documentation dans différents éléments. Eh bien, je vais demander, je vais avoir le retour qui est précisé ici, 5 points essentiels pour renouveler un passeport avec les différents points qui sont listés. Personnel. Est-ce que tu veux nous montrer peut-être un exemple que tu nous avais mis pour les cas d'usage en entreprise un peu plus complexe cette fois-ci? Alors là, l'idée, c'est effectivement un petit peu plus complexe, d'essayer de pouvoir récupérer ce qu'on se disait tout à l'heure, toute la richesse qui est dans nos différents fichiers. Ici, on prend l'exemple d'un fichier Excel pour en tirer des conclusions qui sont pertinentes. Donc sur la même structure que tu as proposée tout à l'heure, on est dans le cadre d'un prompt qui respecte cette méthodologie, où on donne le contexte, où on du coup précise le fichier sur lequel on souhaite que l'IA générative travaille, et puis on donne des objectifs qui sont clairs. Donc par exemple ici, on veut calculer des indicateurs clés. On réfléchit aussi à la forme qu'on veut. Est-ce qu'on veut plutôt du texte, ou on veut plutôt une restitution sous forme de tableau, voire même de graphes? Souvent, un des cas d'usage dans Excel, c'est qu'on manipule beaucoup de données. Mais si on veut effectivement le présenter dans une réunion, c'est toujours plus simple. Vous voyez ici, ça s'affiche à l'écran, d'avoir des diagrammes pour illustrer un petit peu les sujets. Donc là, finalement, avec un prompt qui est assez simple, si tant est qu'il respecte bien la méthodologie en précisant ce qui est attendu, sous quel format, quel fichier nous permet de récupérer les bonnes informations, eh bien ça nous permet d'avoir finalement un rapport assez complet qui exploite les données du fichier pour les présenter dans des formats qui peuvent être partagés avec son équipe, avec un comité de direction. Donc tout ça, bien le préciser, parce que les formats peuvent aussi varier en fonction des attentes que vous avez. Et puis là, ce qu'on voit, c'est que tu n'as même pas ouvert le fichier au final, hein, tu l'as juste donné en entrée. C'est pas toi qui as fait les analyses, le tableau il est ressorti, tu avais juste donné en pièce jointe l'élément. Puisque vous voyez à chaque fois en bas, vous aurez toujours un petit bouton pour copier-coller le résultat. Donc vous pouvez le faire et ça va restituer aussi le fichier bien comme il est pour que vous puissiez le mettre dans un document, un Word, une présentation ou un mail, enfin qu'importe. Dernier exemple ici, pour le secteur public. On peut créer assez facilement aussi des foires aux questions. Les foires aux questions, ça peut être pour être déposé sur un site internet, le site internet de la mairie par exemple, ou d'une organisation, pour donner aux personnes au guichet, par exemple d'accueil, ou dans les accueils de différents services, pour qu'on ait un peu les questions typiques qui soient proposées. Ça, généralement, dans les organisations, en fait c'est privé ou public, hein, on va avoir toute une banque de données qui est disponible. Et toute cette base de données-là, je peux la donner en entrée à mon outil d'intelligence artificielle et lui dire sur la base de tous ces éléments-là, crée-moi une foire aux questions. Et comme ça, ce sera beaucoup plus lisible après pour les personnes qui vont devoir y répondre ou alors pour la mettre sur mon site internet pour avoir les questions les plus fréquemment posées. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça va faire de la concaténation d'informations, c'est-à-dire je vais avoir tout ce qui est le plus fréquemment posé, tout ce qui apparaît souvent, une mise en page aussi et une restitution qui est assez simple. Là, encore une fois, je peux préciser si je veux que les réponses à la foire aux questions, elles soient plutôt simples, courtes, concises ou pas.
Dans tous les exemples qu'on a vus là, on a reparlé de la méthodologie. Est-ce qu'on peut peut-être, pour conclure, rappeler un certain nombre de recommandations à suivre en dehors de la méthodologie, qui sont du coup contextuelles? Tu les as évoquées selon tes exemples, mais si on peut bien se rappeler des points aussi importants à suivre quand on manipule ces outils d'IA générative. Ouais. Outre la méthodologie qui va vous donner le meilleur résultat possible, il y a quand même des choses à prendre en considération. Je l'ai précisé tout à l'heure, surtout quand on est dans une organisation, on va au maximum suivre les conseils de vos équipes de direction des systèmes d'information, parce qu'il y a potentiellement des règles spécifiques à prendre en compte dans l'entreprise que vous ne connaissez pas forcément. Donc écoutez bien les conseils de vos équipes de direction des systèmes d'information. Sur les outils par exemple à utiliser. Absolument, c'est ça, c'est sur les outils à utiliser. Généralement aussi, vos organisations vont avoir des chartes d'utilisation de l'IA. Qu'est-ce que vous pouvez faire et ne pas faire? Qu'est-ce qui est éthique ou non? Donc ça peut être tout à fait intrinsèque à votre organisation, mais les outils aussi ont certaines règles précises qui vont faciliter toutes ces règles-là. Donc écoutez bien. Oui, ce qu'on appelle un peu le shadow IT, le fait de se dire qu'on peut risquer de manipuler finalement des données confidentielles propres à l'entreprise en utilisant des outils publics qui du coup ne garantissent pas la sécurité de ces données, d'où l'importance, comme tu le disais, de manipuler les bonnes données dans un cadre sécurisé, validé pour l'entreprise. Et c'est aussi vrai finalement dans la sphère personnelle, quand on utilise des outils publics, éviter de mettre des informations personnelles par exemple. En tout cas, quand on le fait, savoir du coup ce que ça du coup implique en lisant bien sûr les conditions générales d'utilisation. C'est ça. Regardez, généralement vous allez avoir des petits boucliers autour de vos outils d'IA qui précisent les règles de sécurité. Il y a des outils d'IA dont le but c'est d'améliorer les autres modèles d'intelligence artificielle, et donc c'est pas un problème que la donnée qu'on met en entrée, les questions qu'on pose, elles soient utilisées à des fins d'entraîner les modèles. Si je demande une recette de cuisine, c'est pas très grave que ce soit utilisé. Si par contre je construis mon dossier de location avec toutes mes pièces justificatives, là on n'a peut-être pas envie que ces données-là elles soient réutilisées après. Donc bien faire attention des modalités des outils que vous utilisez, et dans le cadre de l'entreprise, de respecter les directives qui sont données par vos services IT. Et surtout sur les outils de l'entreprise. Je ne vais pas utiliser mon téléphone personnel pour le faire, sauf si c'est mon téléphone qui me sert aussi d'outil professionnel. Donc voilà, soyez à l'écoute de ces sujets-là. Tout le temps, dans les outils que vous allez utiliser, les sources qui ont été utilisées pour restituer de l'information seront citées. Soit ce sera vos propres sources, celles que vous avez mis, le fichier que vous avez joint. Donc dans ce cas-là, la source, vous la connaissez déjà. Par contre, quand vous faites une recherche contextuelle, eh bien, les sources qui ont été cherchées sur Internet, par exemple, vont être citées. Vérifiez-les, parce que ce n'est pas forcément les sources que vous voulez utiliser, ce n'est pas forcément les bonnes dates aussi que vous voulez utiliser. Donc vérifiez bien ces sources-là pour vérifier les informations. Et dans certains cas, si on voit qu'il n'y a pas de sources qui ont été citées, il ne faut pas hésiter du coup de le rajouter dans le prompt. Donc encore une fois, le prompt, il est vraiment là pour spécifier toutes vos attentes. Et donc on vous recommande de suggérer d'avoir les sources à partir desquelles ces outils d'IA génèrent, parce que ça vous permet de les vérifier et de bien s'assurer que les informations du coup qui sont restituées sont conformes aux sources qu'elles ont exploitées. Exactement. Hallucination, c'est un mot qu'on entend de moins en moins parce que les outils d'intelligence artificielle ont beaucoup évolué. Mais ça reste, il faut toujours quand même garder un esprit critique sur le résultat qui est fourni. Il y a besoin de repasser dessus systématiquement pour vérifier que ce soit, on l'a dit avant avec les sources, mais vérifier quand même ce qui a été produit, est-ce qu'il n'y a pas d'informations contradictoires. Ajouter aussi, c'est souvent précisé que les réponses, elles ont été fournies par l'IA. Ça, ce sera toujours spécifié dans ce qui est restitué. Donc, gardez bien ça en tête, de sorte à revérifier qu'il n'y ait pas eu d'hallucination, que vous n'ayez pas fourni, vous, d'informations qui sont contraires ou qui sont plus d'actualité, parce que l'intelligence artificielle va restituer ça. Donc il faut toujours garder cet esprit critique en tête. Il y a plusieurs enjeux. Il y a effectivement le fait que ces outils d'intelligence artificielle, ils sont entraînés à partir d'une base qui peut être finie. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des hallucinations si vous posez des questions sur des dates qui sont ultérieures à la base historique d'entraînement de l'intelligence artificielle. Vous pouvez aussi tout simplement avoir des hallucinations parce qu'on ne l'a pas dit, mais les outils d'IA, ce sont des modèles probabilistes.
Finalement, c'est une probabilité d'avoir une succession de réponses les unes après les autres. Et donc, qui dit modèle probabiliste dit une probabilité d'atteindre quelque chose de juste, mais pas une vérité absolue. Donc voilà, soyez bien vigilants sur les réponses qui sont données en ayant en tête qu'il ne s'agit pas de la vérité absolue, c'est un modèle probabiliste qui vous donne une probabilité de vérité. Et soyez précautionneux sur les modèles que vous utilisez et cette compréhension que les modèles sont entraînés dans une limite de temps donnée. Donc certaines questions qui dépasseraient ce champ-là pourraient du coup vous donner des réponses qui sont inexactes. Exactement. Dernier point, l'environnement. Toute utilisation de l'informatique a un impact sur l'environnement. Donc on se veut précautionneux de l'usage qu'on en fait. Et effectivement, pour faire une simple recherche, on privilégiera tout de même un moteur de recherche classique qui a un impact légèrement inférieur sur l'environnement que de faire tourner un gros modèle d'intelligence artificielle générative qui va restituer une très grosse réponse, qui va avoir consommé un petit peu plus dans les data centers. Donc on garde en tête qu'on utilise l'IA pour tout ce qu'on vous a présenté avant. Et si c'est pour de la recherche, ça va être pour des recherches qui sont approfondies. Mais on garde les moteurs de recherche classiques pour faire nos recherches. Et puis, quand vous avez la possibilité, ce n'est pas toujours le cas, eh bien, on va aussi pouvoir choisir quel modèle on utilise. Et vous savez, il y a les grands modèles de langage, mais il y a aussi les petits modèles de langage qu'on appelle SLM, Small Language Model. Quand vous avez la possibilité de sélectionner raisonnement rapide, petit modèle de langage, SLM, pensez-y parce que ces modèles-là, ils vont moins consommer d'énergie dans les data centers et donc avoir un impact moins important sur l'environnement. Bien, merci Robin. Il est temps de terminer du coup cette session de formation autour de cette nouvelle compétence, on a dit l'art de prompter. Donc vous l'avez vu, on vous a partagé une méthodologie, un certain nombre d'exemples que vous pouvez réutiliser de manière quotidienne finalement dans votre pratique professionnelle. Vous avez aussi des recommandations qu'on vous encourage à suivre en parallèle de cette méthodologie que vous utilisez. Donc on espère que ces points vont vous permettre d'utiliser de manière plus quotidienne les outils d'IA générative, de manière plus éclairée aussi pour bien comprendre comment ça fonctionne et pour avoir des réponses qui sont générées, qui sont à la hauteur du coup de vos attentes. Donc pratiquez, pratiquez, pratiquez. On l'a dit tout à l'heure, quand vous avez des prompts qui fonctionnent, des solutions qui sont satisfaisantes, notifiez-les dans votre journal de bord. On les copie. Exactement, on les conserve pour les réutiliser, pour ne pas à chaque fois avoir à retravailler son prompt avec cette méthodologie-là qui est construite. Et donc, pour terminer, ce qu'on vous propose, si vous avez quelques minutes, c'est de nous partager deux choses. Trois petites questions simples sur la compréhension de cette session. Ensuite, deux petites questions de satisfaction pour nous dire si vous avez ou pas eu la possibilité de monter en compétence sur ces sujets. Et une fois que vous aurez répondu à ces 5 petites questions, vous aurez la possibilité d'obtenir votre certificat de participation à cette session et de valoriser vos compétences acquises sur cette nouvelle compétence qui est l'art de prompter. Il n'y a plus qu'à se dire à vos marques, prêts, partez ou prompter. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.